Avant que tout bascule, Latoya Ammon se vivait une vie tout à fait normale. Il est important de comprendre le contexte. C'est une mère célibataire qui élève seule ses 3 enfants. Elle est séparée du papa et elle vit avec sa maman Rosa Campbell. Et malgré des défis financiers, elle fait de son mieux pour offrir à sa famille un foyer aimant et stable. Comme beaucoup d'autres familles, elles sont à la recherche d'un nouveau foyer abordable dans lequel elles pourraient vivre tranquillement. Alors Latoya, elle est séparée du papa de ses enfants, qui était un homme toxique, avec lequel la vie de couple n'était vraiment plus possible. Elle vit donc seule avec ses 3 enfants. Elle fait vraiment de son mieux pour que ses enfants soient heureux. C'est une maman qui est aimante et elle enchaîne les petits boulots vraiment pour que ses enfants manquent de rien. Et c'est aussi pour ça qu'elle cherche un autre logement, puisqu'elle veut leur offrir un lieu de vie qui soit beaucoup plus spacieux. Et en novembre 2011, Latoya et sa maman trouvent une petite maison dans la ville de Gary, dans l'Indiana, ce qui est une petite ville industrielle. C'est une petite maison modeste qui est un petit peu délabrée. Elle se trouve au 3860 Carolina Street, qui est un quartier plutôt calme. Alors à première vue, rien de bien inquiétant. C'est une petite maison tranquille qui a un petit jardin dans lequel les enfants pourront s'amuser. Mais malgré tout, quand Latoya elle passe la porte de cette maison, elle a comme un sentiment de... elle est pas bien, elle a un sentiment d'étouffement, elle a un petit quelque chose qui fait que voilà, ça la gêne un petit peu. Mais malgré tout, elle est tellement contente d'avoir trouvé cette maison qu'elle va se dire que c'est peut-être voilà, le stress et elle va passer outre et elle va signer le bail pour cette maison. Je dois préciser quand même que Latoya et sa famille sont très proches de la spiritualité. Ils y croient beaucoup, ils croient vraiment aux esprits, ils sont vraiment, voilà, la spiritualité c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur famille et pour lesquels ils croient. Mais vous allez voir que malgré tout, ce sentiment va s'avérer vrai et que derrière la façade tranquille de cette petite maison, la famille Ammon va vivre un véritable enfer. Parce qu'elle vient d'intégrer ce que beaucoup appelleront plus tard la maison aux 200 démons. Donc la famille s'installe dans cette maison, ils sont très heureux, c'est une maison qui est beaucoup plus spacieuse et du coup vraiment pour une famille de 5, c'est vraiment l'idéal. Et les premières semaines vont se passer sans encombre. Latoya, elle va tout faire pour rendre le logement agréable, elle va entreprendre quelques petits travaux et elle va vraiment embellir la maison. Mais quelques semaines après l'installation de la famille dans cette maison, des phénomènes étranges vont commencer à se manifester. Le premier signe vraiment troublant, il se produit alors qu'il fait encore froid, c'est une région extrêmement froide, et dans la véranda, elles vont trouver des dizaines et des dizaines, ou peut-être même des centaines de mouches noires qui sont agglutinées dans la véranda. Donc elles vont tout faire pour vraiment essayer de faire partir ces mouches, elles les tuent, mais ça ne s'arrête jamais. Elles ont l'impression que même si elles tuent les mouches, ça revient quand même. Il y a toujours autant de mouches. Et des mouches, alors qu'il fait vraiment froid, comme là il faisait ce jour-là très froid, ça semblait vraiment invraisemblable. Donc ça c'est le premier signe qui va vraiment être choquant. Ensuite, il y a un autre phénomène qui va se produire, c'est à peu près minuit, tout le monde dort dans la maison, et Latoya et sa maman entendent des bruits de pas qui proviennent des escaliers qui mènent de la cave à la cuisine. Alors qu'il n'y a personne à la maison, tout le monde dort, et que justement personne ne va à la cave. Donc, elles se lèvent, elles courent toutes les deux à la cuisine pour aller voir ce qui se passe. Et au moment où elles allument la lumière, elles entendent un étrange craquement
comme si la lumière faisait disparaître ces bruits de pas ou cette chose qui provoquait des bruits de pas. Et là, c'est un silence angoissant qui retombe sur la maison. Et puis le phénomène va se répéter. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles décident de laisser la porte de leur chambre ouverte pour pouvoir surprendre l'intrus qui vient dans la maison toutes les nuits. Quelques jours plus tard, Rosa se réveille brusquement à 3 heures du matin et quand elle se réveille, elle voit la silhouette d'un homme qui traverse le salon et qui disparaît dans l'obscurité. Elle se lève précipitamment et quand elle rentre dans la pièce, la personne, la silhouette, a disparu. Mais le lendemain matin, quand elles vont se lever, elles vont s'apercevoir que sur le plancher en bois, il y a des grandes traces humides. Donc ce qui prouve bien qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est rentré dans la nuit. Et elles sont donc persuadées que quelqu'un a trouvé le moyen de rentrer par la cave. Et cette porte du coup qui mène de la cave à la cuisine, étrangement, la nuit, elle s'ouvre et elle se ferme toute seule. Elle claque toute seule et elle s'ouvre toute seule, ce qui effraie les enfants. Donc, elle décide de mettre un verrou pour être tranquille. Mais malheureusement, les phénomènes ne s'arrêtent pas là et ils vont même s'amplifier. De temps en temps, les appareils électroniques de la maison semblent complètement buggés. Ils s'arrêtent tout seuls, ils se mettent en marche tout seuls, le volume de la télé monte ou descend tout seul. Il y a vraiment des phénomènes qui sont inexplicables qui se passent avec tous les appareils électriques de la maison. Il y a aussi le téléphone, elles peuvent difficilement l'utiliser puisque ça grésille, il y a vraiment des parasites sur la ligne, elles n'arrivent pas à avoir une conversation sur une longue durée ou une conversation même avec quelqu'un parce que la ligne est très parasitée. Le thermostat de la maison aussi s'affole, descend brusquement, monte. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent et qui sont compliquées et difficiles à gérer. Il y a même les phares des voitures qui s'allument et qui s'éteignent tout seuls. Donc il se passe énormément de choses dans cette maison. Et tous ces phénomènes, ça fait vivre vraiment un véritable enfer à toute la famille Ammons. Alors en parallèle de tous ces événements étranges, il y a aussi le comportement des enfants qui commence à changer. Leur santé devient beaucoup plus fragile et leur comportement quotidien change vraiment, mais plutôt dans le négatif. Alors ils ont tous des problèmes de santé, même la Toya. Seule Rosa semble être épargnée et elle pense savoir pourquoi. Elle sait qu'il y a une personne, un ange gardien qui veille sur elle. Alors là, la Toya et Rosa, avec tous ces événements, elles pensent vraiment qu'il y a des esprits dans la maison, mais elles sont pas vraiment effrayées pour l'instant. Mais vous allez voir que les choses vont changer. Et un soir, tout bascule. C'est le fils de la Toya qui a 7 ans qui commence à montrer des signes très inquiétants. Un jour, il se met à parler avec des amis invisibles. Alors, on va dire que pour un garçon de 7 ans, c'est tout à fait normal, mais il va vraiment tenir des longues conversations et il va même dire que dans sa tête, il y a une voix qui lui dit qu'il va mourir. Et puis le petit garçon devient de plus en plus agité. Il change de comportement, il est de plus en plus agressif. Des fois, il a un regard fixe qui fait peur. Et puis surtout, de temps en temps, il parle avec une voix qui ne lui appartient pas. Et c'est ce même soir que l'un des événements les plus terrifiants va se produire. Le garçon est retrouvé flottant au-dessus de son lit. Alors la Toya, elle est complètement affolée, elle essaye de tirer son fils pour le faire redescendre, mais il y a comme une force invisible qui le retient. Alors les témoins de cette scène, c'est la Toya, sa maman Rosa et une amie de la famille, et elles sont toutes les trois complètement terrifiées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre à prier. Et ça va permettre à l'enfant de redescendre tout doucement et d'être reposé sur le lit. Nous sommes le 10 mars 2012, il est 2h du matin et la famille est en deuil, donc ils sont dans la maison, ils veillent une personne de leur famille qui est décédée, donc il y a de la famille avec eux.
Et là, il va encore se produire un événement assez affolant, puisque sa fille de 12 ans est subitement paralysée et elle s'étouffe en fait, comme si quelqu'un ou quelque chose d'invisible lui enserrait la gorge. La fillette, elle est complètement affolée, elle pleure, elle est en sanglots. Latoya accourt auprès de sa fille, elle la rassure, elle la porte vers une autre chambre pour la poser sur un lit, une chambre de laquelle elle peut la surveiller du salon, puisqu'il y a quand même les invités et elle ne veut pas laisser les invités tout seuls. Mais dès qu'elle va la poser sur le lit, sa fille va commencer à léviter. Et brusquement, il y a comme une force invisible qui la projette sur le mur et elle tombe au sol. À partir de là, depuis vraiment le début des manifestations, Latoya, elle sent vraiment la peur l'envahir. Cette même soirée, quelques heures plus tard, le petit garçon de Latoya se retrouve dans la salle de bain et brusquement, quelque chose le projette en dehors de la salle de bain et le projette au sol. Donc il a peur, il se met à crier appelant sa grand-mère à l'aide. Et quand elle arrive, en fait, le ventre du garçon fait vraiment des mouvements étranges. Il rentre et sort violemment et quelque chose d'invisible tire sur ses jambes. Et devant les yeux de sa grand-mère et de Latoya, le garçon commence lui aussi à léviter. Et il est projeté violemment à travers la pièce et il atterrit contre le frigo de la salle à manger. Alors évidemment, pendant tout ce week-end, les personnes qui étaient là, la famille, les invités, n'ont pas osé le dire, mais ils se sont bien évidemment aperçus que les enfants de Latoya ont énormément changé. Et puis voilà, les événements les ont quand même beaucoup marqués. Alors c'est vrai que leur comportement est inquiétant et que ils sont même violents. Et parfois, ils chantent des hymnes comme des hymnes démoniaques où personne ne comprend réellement les paroles. En fait, personne ne les reconnaît. Et quelques semaines après cette soirée de deuil en famille, les invités vont se plaindre d'avoir été suivis par quelque chose d'invisible qui les a harcelés et qui leur a même provoqué des violents maux de tête. Et à partir de là, ces personnes qui étaient donc à la soirée du deuil n'ont plus jamais voulu remettre les pieds chez Latoya. À partir de là, Latoya, qui est quand même qui a peur pour ses enfants et pour sa famille, elle décide d'appeler un ami à elle qui est médium et qui est à New York pour lui exposer la situation et lui demander son avis. Et là, l'homme, quand il va entendre l'histoire de Latoya, il va lui donner un seul conseil, il va lui dire de prendre de suite ses enfants, sa mère, de faire les valises et de quitter sur le champ cette maison, ce lieu, parce qu'il est infesté de démons. Alors évidemment, ces paroles vont terrifier la jeune femme, mais le problème, c'est que elle n'a pas d'endroit où aller. Après tous ces événements, Rosa décide d'exposer un petit peu les événements à sa maman, Ruth, qui a des connaissances en magie. Mais quand elle va essayer de l'appeler, elle va être obligée de s'y reprendre à plusieurs reprises parce que la ligne est complètement parasitée et elle n'arrive pas à tenir une conversation. Elles finissent quand même par avoir une conversation et Ruth va se rendre donc à la maison de Carolina Street. Une fois arrivée sur place, elle va visiter soigneusement toutes les pièces de la maison. Mais quand elle va arriver à la cave, elle va ressentir vraiment comme une étrange activité. Mais Ruth se sent tellement accablée par l'atmosphère de la maison qu'elle doit quitter les lieux rapidement. Elle sort de la maison et elle va exposer ses craintes. C'est que sa petite fille est possédée par un démon qui attaque les autres à travers elle. Ruth, elle suggère à Latoya de utiliser de l'huile pour tracer des croix dans toute la maison, sur les portes et les fenêtres,
et d'installer un petit autel dans la cave, au sous-sol, qui semble vraiment être le lieu de l'agitation démoniaque. Bien évidemment, Latoya va suivre les conseils de sa grand-mère. Elle va installer un petit autel au sous-sol, mettre un drap blanc avec des bougies, des photos de Marie, Joseph et Jésus, et elle va poser une Bible ouverte. Latoya est aidée par son filleul. Elle fait brûler de la sauge et du soufre dans toutes les pièces, en partant du rez-de-chaussée jusqu'au sous-sol. Elle trace une croix dans la fumée qui est tellement épaisse qu'elle a même du mal à respirer. Puis son filleul commence à lire le psaume 91 à haute voix, tout en arpentant la maison. Après la cérémonie, effectivement, les choses vont se tasser un petit peu pendant quelques jours, mais quelque chose va promener la famille dans un coin de la cave. Et à ce moment-là, Rosa comprend que la force invisible qui les harcelait, eh bien, elle n'est pas partie et elle est toujours là. Puis, les bruits de pas vont recommencer dans la cave, dans les escaliers, mais ils vont être en plus suivis d'un martèlement furieux contre la porte sur laquelle elles avaient mis un verrou. Les portes s'ouvrent et se referment toutes seules, les objets commencent à se déplacer sans raison explicable, et il y a des silhouettes étranges qui traversent leur chambre. Les démons, ils sont non seulement ils sont pas partis, mais en plus ils ont l'air d'être vraiment furieux et ils n'ont pas l'intention de laisser la famille tranquille. Parfois la chose les attaque physiquement, les étrangle, les frappe, leur donne des coups et parfois même prennent possession de leur corps. Et quand la force invisible s'empare de Latoya, elle se sent faible, elle se sent vraiment étouffée, étourdie, brûlante, elle tremble et il lui semble vraiment qu'elle perd le contrôle de son corps. Mais pire encore, quand la chose possède les enfants, ils ont des yeux qui sont complètement exorbités, et des mauvais sourires tordent leur bouche et leur voix devient plus gutturale. Véritablement, la chose, on voit qu'elle passe de l'un à l'autre constamment. Et le plus effrayant, c'est qu'en plus, elle peut vraiment se manifester à l'extérieur de la maison. Parfois, l'un des enfants peut donner un coup de pied, et si on l'en empêche, un autre des enfants se frappe la tête contre le mur, puis le troisième devient menaçant. Vraiment, c'est un enchaînement de choses malfaisantes qui se passent. Puis, au bout d'un moment, la chose semble se lasser, et les enfants s'endorment brusquement. Et puis en plus, outre ces esprits démoniaques qui sont dans la maison, il y a aussi des fantômes qui hantent la maison. Donc oui, vraiment, la famille Hammond se vit un véritable enfer. Puis au fil du temps, l'entité semble vraiment prendre en puissance. Un soir, Latoya, Rosa et les 3 enfants sont dans le salon. Et subitement, il y a une bouteille de désodorisant qui se met à léviter. Elle commence à se balancer d'avant en arrière et elle est projetée dans la chambre et s'ensuit un bruit comme une explosion. Donc la jeune femme, elle se précipite dans la pièce pour aller voir et quand elle y arrive, il y a une créature sombre et qui semble être sortie de son placard. Latoya est terrifiée. Cette apparition, elle semble beaucoup plus réelle que toutes les silhouettes qu'elle a aperçues jusqu'à présent. Elle est vraiment terrifiante et Latoya est complètement paralysée par la peur. Elle n'arrive plus à bouger. Mais sa mère arrive et tire Latoya pour vraiment la sortir de là. Et ça permet à Latoya de reprendre ses esprits. Et quand elle reprend ses esprits, elle s'aperçoit que là, pour le coup, elle est vraiment terrorisée et que elle a jamais eu aussi peur de sa vie. Elle était vraiment épouvantée et voilà ce qu'elle dit.
J'avais très peur, je savais que c'était quelque chose de surnaturel, que ce n'était pas quelque chose de ce monde. Les deux femmes, là, elles sont complètement terrifiées, terrorisées, et elles prennent enfin la décision de prendre leurs habits et de fuir cette maison avec les enfants. Alors au début, elles savent pas trop où aller, elles se demandent où elles vont pouvoir se rendre avec les enfants. À un moment donné, la Toya pensait aller chez son frère, qui était aussi là à la soirée de la veillée et qui n'a plus voulu mettre les pieds chez la Toya. Mais comme elle semble être suivie par ces entités, elle refuse finalement d'y aller et elle préfère aller à l'hôtel. Après tous ces événements, la Toya décide de consulter des médecins puisqu'elle sent que ses enfants sont vraiment affectés et surtout le plus jeune. Ils sont souvent malades, ils sont tout le temps fatigués, ils ratent souvent l'école. Du coup, ça devient vraiment problématique. Comme cette situation ne peut vraiment plus durer, le 19 avril 2012, la Toya, Rosa et les enfants se rendent à l'hôpital pour aller voir leur médecin de famille. Elles espèrent vraiment que ce docteur va pouvoir comprendre leurs tourments et qui va vraiment pouvoir les aider. Les enfants sont examinés, mais les médecins ne trouvent rien d'anormal. Mais vous allez voir pourtant que les phénomènes vont continuer. Ils sont dans le bureau du médecin, ils discutent. Et là, d'un seul coup, le plus jeune des garçons se met à fixer le médecin avec un sourire démoniaque et il commence à le maudire. Le plus âgé se met à marcher à reculons sur les murs sous les regards désemparés du personnel médical. Et ce que je vous raconte là, c'est pas une simple anecdote puisque ça a vraiment été rapporté dans les dossiers médicaux et sociaux et il y a eu plusieurs témoins, donc c'est vraiment quelque chose qui est noté noir sur blanc dans leur dossier. Après cet événement, les enfants, ils tombent dans les pommes, ils s'évanouissent comme ça se passe assez souvent. Et il y a une infirmière qui était là, qui a assisté à cet événement et qui a appelé le 911, qui est le service des urgences des États-Unis, pour les prévenir de ce qui venait de se passer. En attendant les secours, la Toya et sa maman prennent chacun un des garçons dans les bras pour les bercer, pour essayer de les réveiller tout doucement. Mais étonnamment, il n'y a vraiment rien on dirait qu'il n'y a rien qui va arriver à les réveiller. Quelques minutes plus tard, il y a 7 ou 8 agents, policiers, ambulanciers qui arrivent à l'hôpital et qui en fait n'ont rien compris à ce qui se passait. On leur a expliqué, mais c'était tellement surprenant qu'ils arrivent un petit peu hébétés en se demandant vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Après cet événement, les services sociaux décident de mener une enquête. Et malheureusement, on va retirer les enfants à la Toya. L'agente qui est en charge de ce dossier, elle s'appelle Valérie Washington. Et elle et des policiers vont se rendre dans cette maison pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et pendant leur visite, eh bien, il va se passer des phénomènes étranges. Par exemple, ces traces de pas humides qu'avaient pu constater la Toya et sa maman, eh bien, ça se reproduit. Il y a des traces humides qui apparaissent sur le parquet en bois. Et ils ne comprennent pas d'où ça vient, ces traces-là. Et pour eux, l'atmosphère devient aussi rapidement très pesante. On a le témoignage d'un des enquêteurs qui s'appelle le lieutenant Charles Austin, qui est initialement sceptique, mais qui raconte que le jour où il s'est rendu à la maison pour aller la visiter, la radio de sa voiture subitement s'est mise à bugger complètement, c'est-à-dire qu'elle s'est affolée, les stations de radio changeaient tout seul, le son montait et descendait sans explication, et que d'un seul coup, on aurait dit que la batterie rendait l'âme.
Et avant de rendre l'âme, il a entendu dans la radio une voix qui s'est écriée « Partez d'ici immédiatement ». Et sa radio n'a plus jamais fonctionné. Donc ça faisait partie du premier témoignage qu'il a pu raconter. Une fois sur place, Latoya refuse obstinément de rentrer dans la maison. Elle veut plus y aller. Tout ce qu'elle a vécu, ça l'a complètement terrorisée. Elle veut plus y mettre les pieds. Et donc c'est Rosa qui accepte de rentrer dans la maison et d'accompagner le groupe pour leur faire visiter. Et là encore, quand le capitaine Austin arrive dans la maison et qu'il essaye de mettre la caméra qu'il a apportée avec lui, quand il essaye de la mettre en marche, eh bien, il s'aperçoit que la batterie est complètement vidée alors qu'il avait chargé avant de venir. Là encore, c'est assez bizarre. Heureusement, il a son téléphone, son iPhone qui, lui, apparemment, n'a eu aucun souci et il va pouvoir filmer avec son iPhone. Et le capitaine Austin va confier aussi qu'il a vécu des expériences vraiment traumatisantes après avoir visité la maison, qu'il a subi une série de malheurs, qu'il a fait des cauchemars vraiment récurrents et qu'il a senti comme s'il y avait un phénomène étrange, invisible, malfaisant qui le poursuivait. Il visite donc la maison. Au rez-de-chaussée, il y a les 3 chambres à coucher, le salon, la salle de bain et la petite cuisine américaine. Dans la cuisine, il y a la fameuse porte qui s'ouvre sur un escalier en béton qui conduit donc au sous-sol. Ce sous-sol qui est recouvert de terre battue. Et directement sous l'escalier, là d'où proviendraient les démons, le sol et le battu est complètement fendu. Il est cassé, il est tout fendu. Comme s'il avait été brisé, et ce détail va vraiment intriguer les policiers. L'hôtel de fortune de Latoya trône toujours au centre de la pièce. Les murs sont recouverts des traces du sel que Latoya a jeté afin de dissuader les créatures maléfiques de se montrer. Tout au long de la visite, un des policiers enregistre tout ce qui se dit pendant la visite, pendant les conversations. Et quand il va écouter la bande son, il va s'apercevoir, alors qu'ils sont dans la cave, que tout le long de leur visite, il va y avoir quelqu'un qui va les interpeller d'un « Hey, hey !» tout le long de la visite, et que ça passe par-dessus la bande qu'il a enregistrée. Ce même officier a pris des photos de la maison, il a pris des photographies, et sur l'un des clichés, dans un angle de l'escalier du sous-sol, dans le coin supérieur droit, apparaît une étrange silhouette blanche. Et un peu plus tard, des agrandissements de la photo révèlent que cette silhouette présente un visage et que non loin d'elle se trouve une autre silhouette verdâtre qui semble être celle d'une femme. Et tous ces éléments seront consignés dans le dossier de la police. Le capitaine Austin, quand il quitte la maison, il se dit que tous les phénomènes vont forcément s'estomper et qu'il risque plus rien, mais malheureusement, il va vite déchanter. Une fois dans sa voiture, quand il va regarder les photos qu'il a prises de son iPhone, il va s'apercevoir qu'il y a des ombres qui sont sur les photos et qu'il n'a pas vues lorsqu'il a pris la photo. Lorsqu'il veut rentrer chez lui après sa visite, son garage refuse obstinément de s'ouvrir et le siège conducteur de sa voiture se met à basculer d'avant en arrière. Le capitaine amène donc le véhicule chez un garagiste pour le faire réparer. Et le garagiste va lui dire que son siège était vraiment sur le point de s'effondrer, ce qui aurait pu vraiment lui causer un grave accident. Peu de temps après, les photos qu'il avait prises de la maison avec son iPhone
ont complètement disparu de son téléphone. Et son téléphone ne fonctionnera plus jamais correctement. Et du coup, après tous ces événements, Charles Austin, qui avait du mal à l'admettre, mais il a franchement dit qu'il croyait aux allégations de Madame Ammons. Après tous ces phénomènes et face à tout ce qui vient de se passer, Latoya Ammons ne sait pas trop comment s'y prendre et elle va se tourner vers la religion. Elle contacte son église locale pour obtenir de l'aide et plusieurs pasteurs et religieux sont appelés pour bénir la maison. Ils utilisent de l'huile sacrée pris dans chaque pièce et tentent vraiment de chasser les mauvais esprits. Mais malheureusement, toutes ces bénédictions ne semblent pas suffire et les forces invisibles continuent vraiment de tourmenter la famille. Latoya décide de contacter le père Maginot. C'est un prêtre catholique de l'église Saint-Stéphane Martyr qui accepte de venir bénir la maison. Et quand il va venir sur place, très rapidement, il va se rendre compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple hantise, mais que c'est vraiment une véritable infestation démoniaque. Suite à cette visite, le père Maginot va envoyer un rapport détaillé de tous les événements à son évêque en lui demandant la permission d'effectuer un exorcisme sur Latoya. Malheureusement, ça va lui être refusé puisque l'évêque de Guéry, depuis 21 ans qu'il exerce, il est contre ce genre d'activité. Du coup, le père Maginot, il va procéder à un exorcisme mineur qui ne nécessite pas une autorisation et il commence à se renseigner sur ce rituel qui lui est étranger. Au début du mois de juin 2012, le prêtre va faire un exorcisme sur la maison, il va bénir la maison et il va également faire un exorcisme mineur sur Latoya et ses enfants. Et le père Maginot va donc pratiquer des exorcismes sur Latoya Ammons. Et pendant cet exorcisme, Latoya montre vraiment des signes de possession évidents. Elle parle avec des voix gutturales, convulse violemment et réagit de manière violente aux objets sacrés. 3 exorcismes seront nécessaires en présence de personnes, d'autres membres de l'église et des policiers aussi. Et l'un des policiers qui était sceptique et présent au moment de cet exorcisme-là, dit avoir ressenti un souffle chaud dans la nuque alors que l'exorcisme avait lieu. Donc voilà, c'est une personne qui était sceptique au début et qui a commencé à croire à ce qui se passait vraiment dans cette maison. Le prêtre bénit également toute la maison, mais il sent que la lutte contre les forces présentes est loin d'être terminée. Latoya et sa famille sont mentalement et physiquement épuisés par des mois de phénomènes paranormaux et incapables de vivre dans un tel environnement, elles prennent finalement la décision en 2012 de quitter définitivement cette maison. Donc la famille Ammons quitte définitivement cette maison en espérant retrouver vraiment une vie beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Par contre, quand elles quittent la maison, elles ont vraiment l'impression que ça y est, c'est fini et que les phénomènes paranormaux oppressants les ont vraiment quittés. Et c'est une affaire qui a vraiment laissé des traces chez les policiers, même les plus sceptiques, parce qu'ils ont vraiment vécu des choses, des phénomènes auxquels ils s'attendaient pas, et ça leur a laissé des traces vraiment négatives. Même les professionnels de santé aussi ont été vraiment témoins d'événements qu'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement. L'affaire Ammons, comme on l'appelle, c'est vraiment une affaire qui est assez unique parce que il y a plein de choses qui sont répertoriées dans le dossier de la police avec des preuves vraiment, des preuves sur papier et des preuves de témoignages
qui ont vraiment des personnes qui témoins policiers et personnel médical. Donc c'est vraiment une affaire qui est assez récente même et qui a été vraiment une des plus marquantes de ce 21e siècle. Et même des psychologues qui ont évalué les enfants, ils n'ont pas trouvé d'explication suffisante au comportement des enfants. Donc c'est dire si vraiment c'est un dossier assez lourd. En janvier 2014, c'est Zak Bagans, que vous connaissez forcément, qui anime l'émission Ghost Adventure, qui décide de racheter cette maison. Il la rachète à un propriétaire qui est apparemment bien content de s'en débarrasser. Il est interrogé, Zak Bagans, sur cet achat qui est assez insolite. Et il dit « S'il est vrai que cette maison est un portail vers l'enfer, alors je veux y aller et voir ce qui s'y passe. » Et au cours de cette même année, alors qu'il tourne un reportage, un documentaire intitulé The Damon House dans la maison, l'une des participantes dont le nom a été caché, on ne sait pas qui c'est, mais on suppose que c'est la fille de Latoya Ammons, qui est brusquement possédée par un démon. Ce qui oblige Zak et son équipe à interrompre le tournage. Depuis, la jeune fille aurait été exorcisée et le reportage a pu être terminé. Zak Bagans, il déclare à propos de cette maison: « Elle ne ressemble à aucune de mes enquêtes précédentes. Je n'ai jamais vu une hantise démoniaque avec autant de témoins crédibles. La maison est vraiment un portail vers l'enfer, comme le disaient la police et le clergé. » Et au mois de janvier 2016, Zak Bagans décide de démolir la maison en disant qu'il expliquerait le pourquoi de cette décision dans son film qu'il devait présenter dans un salon au cours de l'année. Voilà les amis pour cette histoire. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu d'environnement. Je ne sais pas si également ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'ai hâte de lire vos commentaires à propos de cette histoire, vraiment. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous la connaissiez, dites-moi-le dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.